De FireIN, nous allons voir la plateforme, en quoi ça consiste. Je vous parlerai ensuite des notes stratégiques que nous avons envoyées à la Commission européenne en début d'année. Ces présentations dureront environ 30 minutes, ce qui nous laissera une demi-heure de questions et réponses que nous pourrons évoquer ensemble. Alors, je vais laisser les différents intervenants se présenter. Je vais finir sur l'agenda pour vous dire que nous ne vous présenterons pas le plan de déconfinement du Premier ministre. Pour ça, il faudra changer de chaîne à l'issue de la présentation. En ce qui concerne, je m'appelle Sébastien Lahaye, je suis coordinateur de ce projet FireIN. Je travaille pour le cluster SAFE. Le cluster SAFE qui est un pôle de compétitivité, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui réunit à la fois des entreprises, des centres de recherche ainsi que des opérationnels et des utilisateurs finaux dans les domaines de la sécurité et de l'aérospatiale, domaines dans lesquels nous accompagnons la recherche et l'innovation. J'ai un parcours d'officier sapeur-pompier pendant 20 ans dans le sud de la France et un doctorat sur les grands incendies de forêt qui m'a mené notamment pendant 1 an en Australie. Voici en ce qui me concerne, et je vais maintenant laisser la parole à Mathilde Meyer puis Wilfried Stefik qui vont se présenter également. Oui, bonjour à tous. Sébastien, je ne sais pas s'il y a eu un problème avec ta caméra, on ne te voyait pas. J'espère que là, vous me voyez et vous m'entendez bien. Donc, Mathilde Meyer, je travaille donc à l'ENSOSP, qui est l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. C'est très long à dire. Et je suis chef de projet sur le projet FireIN et je m'occupe de l'animation du réseau. Voilà. Et je vais passer la parole à Wilfried, s'il nous voit et nous entend. Comme ça, peut-être vous verrez tous. Bonjour tout le monde. Donc, je suis le capitaine Wilfried Stefik, à l'École nationale supérieure des sapeurs-pompiers, donc le responsable du pôle projet de recherche, développement et innovation au centre d'études et de recherche interdisciplinaire de la sécurité civile. Le pôle de recherche au sein du CERISC coordonne différentes tâches de projets de recherche, dont FireIN. Et on va rendre la parole à Sébastien, super, qui revient, qui repart. J'attends qu'il revienne. Je vais couper ma caméra et je vous ferai. Voilà, ça a l'air de marcher mieux. Ouais. Je vous ai demandé d'être indulgent, vous voyez pourquoi. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Ça a l'air de fonctionner mieux maintenant. Alors, on va déjà balayer le projet FireIN très rapidement pour rappeler à ceux qui ne le connaissent pas peut-être de quoi il s'agit. Alors, FireIN, c'est un projet H2020, c'est-à-dire que c'est un projet qui est financé par la Commission européenne, un projet de recherche et innovation. Et c'est un projet qui vise à, comme c'est écrit sur cette diapo, à optimiser la recherche et le développement en Europe, mais surtout en intégrant les besoins des opérationnels de l'incendie et du secours. En fait, l'idée, c'est d'une part de mettre en synergie cette communauté des opérationnels de l'incendie et du secours qui est très fragmentée en Europe. Ce sont des dizaines et des dizaines de services d'incendie et de secours, d'associations d'acteurs divers. Donc, de les mettre en réseau. Et puis aussi et surtout de rompre un peu ce mur qui partage ces opérationnels du monde de la recherche et de l'innovation. Donc de briser un peu le mur et dans l'objectif d'avoir un agenda de recherche et d'innovation et des financements de la recherche et d'innovation en Europe qui soit plus guidé par les besoins réels exprimés par les opérationnels de l'incendie et du secours. Alors, c'est un projet qui réunit 16 partenaires, dont la liste est ici. Alors, au-delà du pôle SAFE que je vous ai présenté, et puis de l'ENSOSP que je ne présente pas, que tout le monde connaît, je pense, vous voyez que nous avons des partenaires dans différents pays, évidemment. Ce que vous verrez surtout ici, c'est que la plupart des partenaires sont réellement des opérationnels de l'incendie et du secours. Le numéro 3, ce sont tout simplement les pompiers italiens qui sont organisés au niveau national. Le partenaire numéro 4, c'est cette énorme association de volontaires allemands qui fait du secours et qui s'occupe de la résilience de la société après les crises importantes. Et puis, je ne vais pas tous les évoquer, mais nous avons aussi les pompiers de la province de Catalogne en Espagne.
Nous avons l'association des officiers tchèques, nous avons l'école des officiers pompiers polonais, donc essentiellement des opérationnels de l'incendie et du secours. C'est un projet qui s'étend sur 5 ans, qui a commencé en 2017. Lors de ce projet, nous avons 3 cycles de travail et chacun des 3 cycles se déroule selon la boucle qui est exprimée ici, c'est-à-dire que pour chacun des 3 cycles, nous commençons par réunir les opérationnels de l'incendie du secours par thématique. Nous allons voir les 5 thématiques ensuite, nous avons 5 thématiques. Nous les réunissons afin qu'ils puissent exprimer leurs besoins en termes de recherche et d'innovation en travaillant sur des scénarios. Ensuite, nous collectons ces besoins évidemment et nous regardons quels sont les besoins transverses aux différentes thématiques. Puis, c'est le 3e volet, nous faisons un peu l'état des solutions existantes qui ont été produites par les entreprises ou par les publications scientifiques et qui sont souvent méconnues des opérationnels. Et enfin, nous essayons de combler le trou en lançant des appels à innovation et puis surtout en indiquant à la Commission européenne là où elle doit focaliser ses crédits de recherche et d'innovation pour les années à venir. 5 groupes thématiques qui sont les suivants, et je vais en terminer par là pour cette introduction. Le premier, c'est secours à personne et sauvetage. Le deuxième, c'est le groupe thématique qui comprend tous les feux de structure, tous les feux en intérieur. Le 3e groupe s'intéresse aux feux d'espace naturel, qu'on appelle feux de forêt en France, mais plus largement tout ce qui brûle à l'extérieur. Le 4e groupe correspond aux autres risques naturels. Et le dernier groupe aux risques NRBC-E. Et sans aller plus loin, eh bien, je vais maintenant laisser la parole à Mathilde qui va nous parler de la plateforme FireIn. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Vous me voyez correctement? Super. Donc, je vais commencer la présentation. Ça va durer une petite dizaine de minutes. L'objectif, c'est d'aller à l'essentiel et de rester sur un format court. Et puis après, Sébastien vous présentera les policy briefs pour 10 minutes aussi. Donc, voilà, à la fin, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Wilfried, que vous avez vu tout à l'heure, qui, en tant que modérateur, va trier les questions et on pourra passer un petit peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Je vais vous faire ma présentation en 3 points rapides. Vous présenter du coup la plateforme, pourquoi une plateforme, les chiffres du réseau, aujourd'hui du réseau FireIn, et puis on parcourra quelques pages qui me semblent pertinentes de vous montrer. Donc, pourquoi une plateforme? Comme l'a expliqué Sébastien juste avant, la difficulté qu'on avait, c'est de réunir 3 profils très différents qui sont d'un côté les acteurs du secours, de l'autre les entreprises et aussi les chercheurs et universitaires. Et donc, l'objectif de la plateforme, c'est de permettre à tous ces acteurs de se retrouver au même endroit et de pouvoir échanger, communiquer entre eux. Et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça. Là, on est sur la page d'accueil de la plateforme, avec voilà, page d'accueil, le login, comment s'enregistrer, etc. On retrouve nos thématiques working group ici, et un petit espace, enfin 2 espaces, un dédié aux instituts de recherche et un autre aux entreprises privées. Je suis allé un tout petit peu vite, j'ai zappé les chiffres du réseau. Donc le réseau FireIn, aujourd'hui, ce sont 400 personnes à peu près, un petit peu plus, réparties de la manière suivante. On a 20% d'entreprises, 20% d'acteurs, ce que j'appelle moi les acteurs terrain de la sécurité civile, pompiers, Croix-Rouge, etc. On a 50% à peu près d'organismes publics européens, dont la moitié sont des organismes, donc on a des organismes nationaux et l'autre moitié des organismes régionaux et locaux. Et enfin, nous avons 10% pour le moment d'instituts de recherche, y compris les universités. Et sur tout ce réseau, on a aujourd'hui à peu près 25% de la totalité de notre réseau qui est actuellement enregistré sur la plateforme FireIn. Donc, sachant qu'on est au début de l'ouverture de cette plateforme,
Voilà. Donc, je reviens à la présentation. Donc, la page d'accueil. Et je voudrais vous présenter une page qui, en ce moment, a beaucoup de succès, qui est très partagée par nos partenaires européens et par d'autres projets européens d'ailleurs. Donc, c'est évidemment dans le cœur du sujet. J'en profite pour vous dire que j'espère que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui se portent bien. Voilà, donc c'est la page du coronavirus et des bonnes pratiques partagées par nos partenaires européens au regard de l'actualité. Je la parcours rapidement de manière à vous montrer qu'on a tous nos pays partenaires, hein, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal, l'Espagne. Donc, enfin, une grosse partie de nos partenaires qui nous ont envoyé beaucoup de documentation. Donc, moi, j'invite ceux qui font des études comparatives à se plonger sur cette page, parce que je pense qu'il y a des outils vraiment intéressants. On a aussi, vous le voyez à la fin, j'ai mis des bonnes pratiques donc de l'Argentine et des USA. Et typiquement, le type de document que vous pouvez trouver sur la plateforme en général et là en ce moment sur cette page, ça va être, voilà, là on a les Global Recommendations for Emergency Services qui a été rédigé par un certain nombre d'acteurs dont j'imagine que vous les connaissez. On a aussi, par exemple, notre partenaire italien qui nous a envoyé un résumé des mesures qui ont été mises en place par les pompiers italiens. Voilà, donc c'est en anglais. On a, je vais revenir rapidement sur la page, juste pour vous dire qu'on a du contenu dans toutes les langues. C'est-à-dire que bon, les polyglottes vont se régaler et ça permet de trier. On a du contenu en anglais, mais aussi directement en grec, en italien. Enfin voilà. Donc, je pense que c'est une page qui peut être intéressante et tous ces documents, vous les retrouverez dans la partie Docs and Search. J'enchaîne parce que le temps file vite. Je voudrais vous présenter aussi rapidement la page Challenges and Resources, qui est la page sur laquelle nous avons tous les… alors, moi, j'appelle ça des challenges. Hein, voilà, les challenges qui ont été identifiés par les experts qui ont travaillé ces 2 dernières années avec nous. Donc, on les remercie hein, pour leur travail et, ainsi que les partenaires. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, on devrait avoir quelques-uns de ces experts en train de nous écouter, donc bravo à eux. Et donc, tous ces challenges ont été, on va dire, enfin, pas vraiment hiérarchisés, mais mis sous forme de cette matrice. Et l'objectif aujourd'hui, je vais cliquer par exemple sur ce challenge-là. Donc là, vous avez la description du challenge dans le détail. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle des solutions. Alors, on est bien d'accord que ce ne sont pas des solutions à proprement parler, quoique. On a choisi de les segmenter de 3 manières différentes. Hein. D'une part, les solutions qui seront des bonnes pratiques et des rétex. D'autre part, les publications, donc qui concernent plus le monde de la recherche. Et enfin, les innovations technologiques qui concernent plus les entreprises. Et ça nous permet là aussi, sur cette page-là, de retrouver les différents la typologie d'acteurs que nous avons sur FireIn. Donc, je vais cliquer sur Submit a Solution, juste pour que vous voyez, c'est assez simple. Vous remplissez votre nom, le nom de la solution, vous choisissez, alors le C ici, c'est pour le Common Capability Challenge auquel vous répondez. Vous pouvez en sélectionner plusieurs si votre solution répond à plusieurs problématiques qui ont été identifiées par nos experts. Vous pouvez ensuite affiner, choisir si ça correspond uniquement à un groupe thématique. Et enfin, là, vous avez le détail. Est-ce que, vous choisissez, est-ce que cette solution, c'est une technologie innovante ou c'est plutôt une bonne pratique? Et puis après, vous remplissez voilà, tous les champs, les fichiers, etc. Ces solutions vont apparaître sur la plateforme ensuite à l'endroit où vous aurez du CCC auquel vous aurez répondu. Et il faut savoir que là, dans les mois qui viennent, 6 mois, 8 mois, on va évaluer toutes ces solutions
puisque vous-même pouvez, quand par exemple je clique sur cette solution-là, j'ai le détail et là, rate, je peux, voilà, je peux lui mettre des étoiles si cette solution me semble pertinente. Ça, évidemment, ça demandera un travail d'analyse derrière et un certain nombre, d'attendre d'avoir un certain nombre de retours avant d'estimer si la solution est pertinente par rapport à notre public. Et évidemment, ce sera revu par les experts qui travaillent avec nous. Voilà, je vais enchaîner très rapidement sur le Network Directory qui me paraît important. Il se présente un peu comme un LinkedIn. Là, moi, je suis connecté, donc vous arrivez sur ma page. On est d'accord, l'ergonomie, il y a encore du progrès à faire, mais l'essentiel est là. Donc j'arrive, je suis sur mes contacts. Et si je descends, j'ai un outil. Donc là, j'ai tous les gens qui sont sur la plateforme, mais je ne vous les montre pas. Un petit outil qui s'appelle Advanced Search et qui me permet, si je suis un pompier ou autre, de trier en fait par Category of Legal Entity. Et donc là, par exemple, moi, je ne veux voir apparaître que les entreprises parce que c'est eux que je veux contacter. Je veux voir quel type d'entreprise il y a sur la plateforme et ce qu'ils peuvent m'apporter. Et je descends et donc j'ai les entreprises avec leurs contacts qui apparaissent. Et là, vous voyez, vous avez des petits outils qui vous permettent, si vous cliquez dessus, si je veux ajouter Paul Cuttle à mes contacts, je clique dessus. Si je veux lui envoyer un message, je clique aussi dessus et je peux lui envoyer un mail directement de la plateforme. Voilà, ce sont des petits tips. Je vais en rester là et puis n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat et puis on y répondra à la fin du webinaire. Voilà, je vais rendre la parole à Sébastien. Bien, merci Mathilde. Alors en effet, n'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant sur le chat ou après, mais si vous les posez dès maintenant, ça permettra de commencer à les classer peut-être et à y répondre dès qu'on sera passé à la séance de questions-réponses. J'en profite aussi le temps que je calme mon diaporama pour vous indiquer que les présentations seront disponibles sur le site ainsi que l'enregistrement du webinaire, puisque ce webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez réaccéder ou partager ensuite. Donc, les notes stratégiques. En fin d'année dernière, la Commission européenne nous a sollicité pour obtenir à mi-projet des notes d'orientation stratégique qui reprennent les conclusions de notre réseau et les discussions que nous avions pu avoir. Donc, c'est ce que nous avons fait en janvier cette année, il y a quelques mois. Nous avons envoyé ce qu'on appelle des policy briefs. Alors, brief parce que c'est bref, en effet. L'idée, c'était d'envoyer un petit document d'une page recto verso maximum à la Commission européenne par thématique, reprenant les conclusions des experts. Je ne vais pas vous les détailler complètement, vous les retrouverez sur notre site, sur FireIn, donc je vous invite à y aller et à les consulter dans leur intégralité pour les thématiques qui vous intéressent. Je veux juste vous donner un aperçu des thèmes qui ont été évoqués pour que vous puissiez voir vers quoi on va et ce vers quoi nous orientons actuellement la Commission européenne. Alors sur le premier groupe, secours à personnes, sauvetage, bien nous avons commencer par expliquer à la Commission les trois scénarios sur lesquels nous avons travaillé lors de ces deux années et demie, lors de nos différents ateliers de travail. Nous avons travaillé sur trois scénarios. Le premier, c'est celui du secours en montagne, au sens large, avec toutes les questions que cela pose. Nous avons traité le cas d'un crash d'avion en zone inaccessible, nous inspirant du crash de la Germanwings, qui nous a un peu servi d'exemple pour ce scénario. Et puis, nous avons travaillé sur un séisme en zone urbaine dense, lors de notre dernier atelier à Paris l'année dernière. Les challenges capacitaires identifiés par les experts. Alors, depuis tout à l'heure, on vous parle d'experts. Il s'agissait en fait de représentants essentiellement des services d'incendie et de secours des différents pays européens qui ont été sélectionnés par leurs pairs et qui ont été invités à participer. Pour la France, par exemple, typiquement, ce sont les conseillers techniques nationaux ou les gens reconnus par la profession comme les sachants sur le sujet. Les challenges capacitaires identifiés, entre autres, les principaux étaient les suivants. Des questions de coopération entre services, coopération à la fois au niveau local, sur le terrain, au niveau régional, mais aussi au niveau national.
et internationales. Derrière ça, les besoins de formation et de partager des procédures, chaque service ayant ses propres procédures, mais il est bien question de partager ces procédures et de s'y préparer, de s'entraîner en commun avant le jour du sinistre. Et puis, vous allez voir qu'on va y revenir à plusieurs reprises lors des présentations, impliquer la population. Impliquer la population face à la pénurie de sauveteurs, pour les cas qui nous intéressent ici. On parle de sinistres en zone rurale, en zone peu accessible. Et ce qui a été identifié, c'est que si la population n'est pas impliquée, on a rapidement un problème de disponibilité et de suffisance des secours. Pour les feux de structure, nous avons travaillé là aussi sur 3 scénarios. Un feu d'immeuble de grande hauteur, un feu de tunnel, qu'il soit routier ou ferroviaire, à l'exemple du feu du Mont Blanc, et puis un feu de mail commercial, ce qui nous a permis d'évoquer à la fois les thématiques opérationnelles, mais aussi les questions de prévention. Les challenges identifiés, bien déjà un challenge sur la localisation des victimes, mais aussi des sauveteurs engagés dans des structures qui sont complexes, dans lesquelles les reconnaissances sont longues, et dans lesquelles, évidemment, localiser le sauveteur en permanence renvoie à des questions de sécurité essentielles. Des problématiques de caractéristiques techniques des ouvrages, que l'on parle d'IGH, de tunnels, de mails commerciaux, sont des caractéristiques techniques que les opérationnels du secours n'ont pas forcément au moment de l'intervention. Et en tout cas, pour avoir ces caractéristiques techniques, que ce soit avant l'intervention ou pendant l'intervention, il est nécessaire d'impliquer des acteurs aussi divers que les architectes, les constructeurs du bâtiment, les fournisseurs de systèmes de sécurité incendie, les gens qui connaissent l'ouvrage, qui l'entretiennent. Donc, se posent là des questions de partage de données et de communication entre ces différents interlocuteurs. Et puis, là encore, la problématique très forte du comportement approprié des usagers. L'idée étant que dans toutes ces interventions complexes, si les usagers n'ont pas réagi correctement avant l'arrivée des secours, eh bien, c'est ce qui fait que les opérations sont complexes, périlleuses et que nous avons de nombreuses victimes. Donc, on voit que là encore, on revient à des questions d'implication du public. Les feux d'espace naturel, nous avons parlé là d'un grand feu de forêt, nous avons parlé des questions de prévention et d'aménagement du territoire qui amènent à ces feux, et nous avons parlé de la thématique très précise, de plus en plus prégnante en Europe, de l'évacuation ou du confinement d'une interface dense d'habitat sur lequel un feu de forêt vient buter. Les challenges identifiés, eh bien, ils sont très clairement des problèmes de prévention et bien en amont du feu. Ce sont ceux de l'exode rural, qui fait que les habitants des territoires ont perdu l'usage du feu en hiver, ont perdu la culture du feu. Et ça nous renvoie au deuxième point, celui de la désimplication de la population qui attend tout des pompiers. Une population à qui on répète depuis des années d'ailleurs qu'en cas d'incendie, ce sont les pompiers qui vont venir la secourir. Derrière ça, des problèmes d'investissement massifs sur la lutte, et notamment sur les moyens aériens, qui certes ont été nécessaires, le sont encore, mais qui se sont parfois et souvent faits aux dépens de la prévention. Et on voit aujourd'hui les limites de ce système, de ce déséquilibre entre la prévention, la sensibilisation et la lutte. Et les bonnes pratiques, alors la Commission européenne nous avait aussi demandé d'identifier quelques bonnes pratiques que les opérationnels appliquaient et qui pouvaient être partagées à titre d'exemple et à titre de choses à développer, à mettre à une échelle plus importante au niveau de la Commission européenne. Nous en avons identifié plusieurs sur ce sujet. Ce que fait l'Australie, dont je pourrais vous parler longtemps, mais aussi les USA maintenant de plus en plus avec NFPA, c'est-à-dire des actions de sensibilisation intense de la population, comment se préparer, comment se protéger en cas d'incendie, des actions dans lesquelles sont très largement impliqués les services d'incendie et de secours dans ces différents pays. Et puis, en Espagne, en Catalogne, on va même plus loin aujourd'hui, puisque les services d'incendie et de secours, lorsqu'ils font leur plan de prévision à la lutte contre des grands feux de forêt, eh bien, impliquent la population et leur posent la question suivante. Si nous avons un feu sur votre territoire, vous voyez que sur le flanc droit, nous avons par exemple une église, nous avons un site industriel. Sur le flanc gauche, nous avons tous les sites agricoles du village. Eh bien, que faut-il protéger en priorité? Nous ne pouvons pas protéger les deux. Quelle est votre priorité à vous,
usagers d'élus. Les risques naturels, les autres risques naturels, nous avons travaillé là sur les inondations torrentielles, sur des inondations associées à un risque technologique, donc avec submersion de sites chimiques par exemple. Et puis nous avons travaillé sur une tempête de neige massive et impactant plusieurs pays en Europe centrale. Là encore, et sans entrer dans le détail puisque l'heure tourne, les challenges tournaient beaucoup autour de la question suivante, qui est que pendant des années, nous avons expliqué aux citoyens que nous allions les protéger et qu'aujourd'hui, il fallait passer à un autre discours et expliquer aux citoyens que lors de ces sinistres majeurs, eh bien, les secours n'étaient tout simplement pas dimensionnés pour porter secours à tout le monde, à tous les habitants, à tous les occupants, et qu'il fallait que les gens se prennent en main et se responsabilisent en amont du sinistre. Là encore, quelques bonnes pratiques. Celles développées par les pompiers de Francfort en Allemagne, qui font une information personnalisée par mail et qui communiquent individuellement avec chaque habitant des zones à risque d'inondation. Ou l'idée de parcs de loisirs, des parcs thématiques qui seraient ciblés sur des risques. À notre connaissance, il n'en existe pas en Europe aujourd'hui. Il y en a un au Japon sur le risque sismique et c'est peut-être un bon exemple à étudier et à approfondir. Enfin, pour le risque NRBCE, alors nous avons travaillé sur 3 scénarios et vous allez voir l'ironie de l'histoire. Nous avons travaillé tout d'abord sur un accident de transport de matières dangereuses, en l'occurrence un train qui percute un camion de transport de matières dangereuses sur un passage à niveau. Nous avons travaillé sur une attaque terroriste chimique dans un stade, c'était l'actualité il y a encore quelques années. Et puis, nous avons travaillé, et c'était en mars 2019, il y a plus d'1 an, nous avons travaillé sur une pandémie en Europe, et en l'occurrence un virus venu d'un autre continent et qui venait impacter fortement les services de santé et les services de secours partout en Europe. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur les conclusions que nous avons tirées. Je crois évidemment que la crise actuelle nous en apprend beaucoup plus que sur ce scénario qui finalement était prémonitoire l'année dernière. Et je vous garantis par contre que nous ne sommes pour rien dans la diffusion du Covid-19. Nous n'avons pas trafiqué les laboratoires. Bon, quelques challenges capacitaires cependant identifiés, quelle que soit la thématique, c'est les difficultés à identifier rapidement les agents pathogènes, la nécessité là encore de procédures de collaboration internationale, des questions de décontamination de masse qui sont dans certains pays très largement sous-dimensionnées, et puis là encore des questions et des enjeux forts sur la communication avec la population. Et en termes de bonnes pratiques, pour n'en citer qu'une, mais vous en trouverez d'autres encore une fois dans les policy briefs, la nécessité d'avoir un bon exemple de collaboration européenne entre les centres de formation. Et là, il y a un projet partenaire du nôtre qui s'appelle Innotis, c'est aussi un projet européen H2020 qui vise à développer un partenariat entre les centres de formation européens qui travaillent sur le risque NRBCE. Voilà, avant de conclure, un petit résumé de ce qui est apparu de façon transverse dans ces différents ateliers thématiques. Alors nous avons établi un petit nuage de mots, enfin plusieurs en fait, celui-ci n'en est qu'un exemple, des termes le plus souvent évoqués par nos intervenants lors des ateliers, lors de ces heures de travail. Et vous voyez qu'un certain nombre des thématiques transverses tournent encore autour des questions de sensibilisation, de préparation, de responsabilisation et d'autoprotection de la population. Ce sont les 2 premiers thèmes. Bon, d'autres thèmes aussi sont ceux des exercices et des formations nécessaires au niveau interservice. Et puis, si l'on doit parler d'outils technologiques, il est clair pour tout le monde que la technologie ne peut être qu'un outil, que ce n'est pas elle qui va résoudre nos problématiques, et que si outils technologiques il y a, ils doivent en tout cas être intuitifs, robustes, libres d'accès, etc. J'en passe. Vous trouverez toutes nos conclusions dans nos différents livrables sur notre site. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de votre attention et maintenant nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Je laisse la main à Wilfried. Donc, on peut revenir rapidement là sur une question que tu viens d'aborder, Sébastien. Une question de Monsieur Anthony Rigaud
qui évoque la prévention dans les écoles en Estonie et la sensibilisation à l'évacuation. Donc tu l'as évoqué là dans ton avant-dernière slide. Alors nous n'avons pas de partenaire estonien au sein de Firein. Est-ce que par rapport à ce point-là, tu avais des choses à évoquer, à apporter? Alors, j'ai pas forcément les éléments pour répondre dans le détail, mais là encore, ce sont des choses qu'on va retrouver sur notre plateforme. Alors, on n'a pas de partenaire estonien, mais c'est en effet un intervenant estonien qui a évoqué ce qui était fait en Estonie lors de notre atelier de travail l'année dernière à Prague. Donc, en effet, l'idée, c'est que les services d'incendie et de secours, tout comme en France, nous intervenons de plus en plus, les services d'incendie et de secours interviennent pour à la fois le secours à personne et puis la sensibilisation maintenant à la gestion des risques au sens large. Eh bien, il y a une intervention très forte des services d'incendie, mais pas seulement, accompagnés des constructeurs de bâtiments qui interviennent dans les écoles et qui expliquent aux gens comment sont construits les bâtiments et quelles sont les règles de prévention. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur ce sujet. Si toutefois vous ne trouviez pas ces informations sur le site, n'hésitez pas à nous questionner et on va aller rechercher ces informations plus précisément. Et une seconde question également en lien avec la formation des populations qui est utilisée sous le vocable formation de super citoyens par monsieur Jean-Lionel Quintalet, qui pourrait s'incarner dans une garde nationale. Donc la question est, est-ce qu'une constitution d'une telle garde nationale pourrait faire partie de projets menés par Firein ou tombons-nous dans le domaine régalien? Alors c'est une très bonne question, merci. Alors, Firein, globalement, n'a pas vocation à remplacer les politiques publiques d'incendie et de secours, ni au niveau européen, ni au niveau régalien, en effet, de chaque État. Notre vocation, c'est bien de mettre en réseau les différents acteurs opérationnels et d'orienter à la fois le monde de la recherche, de l'innovation, mais aussi la Commission européenne, sur l'endroit où il faut investir de l'argent pour répondre à la demande. En revanche, ce que vous évoquez, qui a été aussi très largement développé dans un certain nombre d'ateliers de travail, c'est le fait que, bien entendu, sensibiliser la population, ça peut passer. Alors, il y a la sensibilisation dans les écoles, il y a la sensibilisation au porte-à-porte dans les foyers, mais il y a aussi le fait d'impliquer les citoyens dans leur protection, dans leur défense. Et c'est quelque chose qui a été mis en avant à de nombreuses reprises. Je dirais qu'en France, notre force de sapeurs-pompiers volontaires est déjà un outil massif d'implication de la population. Les Allemands connaissent ça aussi avec le THW dont nous avons parlé. Dans d'autres pays, c'est moins développé. Et c'est vrai qu'en France aussi, on peut se dire que cette question de super citoyen que vous évoquez, ou peut-être dit autrement, les questions de réserve de sécurité civile, peuvent être des solutions qui peuvent en partie répondre à la demande. Donc c'est très certainement un axe à développer. Ça fait partie des choses qui ont été pointées du doigt par les experts et que nous mettons en lumière sur notre site. Une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Mathilde. Une question de monsieur Bernard Dabeziès. Qui a accès à la plateforme et est-ce que j'y ai accès sans faire partie du projet? Donc, si tu peux nous resynthétiser. Oui, c'est une excellente question. Alors, tout le monde a accès à la plateforme. Tout le monde n'a pas les mêmes droits d'utilisation, tout simplement. Le projet, comme je l'ai dit, il a commencé, on l'a évoqué, il y a 2 ans et demi. Donc, on a d'abord impliqué des experts pompiers des différents pays selon leur spécialité. Et c'est eux qui ont constitué notre premier pôle d'experts. Depuis plusieurs semaines et mois maintenant, on étend aujourd'hui à tous les profils dont je vous ai parlé, chercheurs, universitaires et entreprises. Donc, il suffit de s'inscrire en fait sur la plateforme. Il y a un onglet, Register, donc vous vous inscrivez et en fait votre inscription sera étudiée derrière et validée assez rapidement. Aujourd'hui, on est sur un process en ce moment, on regarde tous les jours et comme ça, voilà, les gens peuvent s'inscrire. L'objectif, c'est quand même de donner accès au plus grand nombre à cette plateforme de partage de connaissances.
Voilà. La question suivante, tu pourras aussi apporter un éclairage. Monsieur Bruno Perrier évoque le CNCMFE, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Centre national civilo-militaire de formation et d'entraînement au risque NRBCE. Et donc, est-ce que ce CNCMFE est impliqué dans le groupe de travail thématique NRBC? Oui, alors les experts avec lesquels on a travaillé, en tout cas il y a 2 ans, c'était à Rome sur le NRBC. On avait tout à fait un expert du CNCMFE. J'arrive jamais à le prononcer, mais oui, oui, oui. Voilà. Et donc je vais compléter puisque votre question, Monsieur Perrier, est précisée sur le fait que vous gérez le centre d'entraînement zonal sud-est NRBC. Et donc sur le deuxième cycle l'année dernière, l'un des experts était donc un lieutenant-colonel qui lui travaille sur la zone ouest. Donc vous avez totalement votre place au sein de cette thématique. Sébastien, une question concernant les feux de forêt, feux d'espace naturel. Une question de Monsieur Bertrand Lin qui évoque la lutte par voie aérienne et quelles seraient les pistes de travail et d'innovation dans ce domaine. Oui, Monsieur Lin, bonjour. Alors, en effet, je vous disais que ce qui est ressorti des différents ateliers de travail sur cette thématique, tout d'abord, c'est que il y a un besoin fort de réorienter clairement les politiques et les investissements financiers en Europe au-delà de la lutte et au-delà de la lutte aérienne sur laquelle on a beaucoup concentré de moyens ces dernières années, sur les questions de la prévention. Parce qu'on voit très clairement qu'avec les feux de plus en plus extrêmes qui affectent non pas seulement l'Australie, les États-Unis, mais aussi l'Europe aujourd'hui. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé en Grèce en 2018 ou au Portugal en 2017. Et ça pourrait nous arriver, et ça va nous arriver dans quelques années en France. Dans ces situations-là, il faut passer sur un autre logiciel et c'est un modèle sur lequel, si les populations ne sont pas un minimum préparées, si les territoires ne sont pas plus résilients, ce ne sont malheureusement pas les services de lutte et les avions qui permettront de lutter complètement. Alors, ceci étant, il ne faut pas complètement écarter et ranger au placard tout ce qui a été investi depuis les années 80 en Europe et en France notamment sur l'attaque massive des feux naissants et sur les forces de lutte, notamment aériennes. La capacité de la flotte aérienne française, qui est d'une vingtaine d'avions aujourd'hui, ne pourra pas être étendue à volonté compte tenu des coûts, donc on risque de rester dans le cadre de cette enveloppe. Donc aujourd'hui, il faut en effet concevoir des dispositifs, des techniques, de la technologie sans doute, pour utiliser plus efficacement et mieux ces différents aéronefs. C'est vrai qu'on se pose la question de la capacité à utiliser les avions aussi de nuit, à les utiliser avec des projections un peu longues, parce qu'on voit que les avions vont se déplacer un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde. Donc, il y a évidemment une place pour la recherche et l'innovation dans ces domaines-là. Mais encore une fois, j'insiste, aujourd'hui, il ne faudrait pas tomber dans le piège de continuer à n'investir que sur la lutte et encore moins que sur la lutte aérienne face aux incendies de forêt d'aujourd'hui. J'ai ensuite une question en termes de collaboration. Monsieur Anthony Rigaud évoque la question de stagiaires. Est-ce qu'il est possible de recruter des stagiaires bénévoles pour appuyer sur ce type de projet? Et une autre question de Monsieur David Getsad. Est-ce que votre projet est ouvert à tous les pays associés? Donc, je pense que tous les deux, vous pouvez apporter une réponse à ces points. Oui, non, je vais laisser Sébastien répondre plutôt sur la notion de. Enfin, non, sur les 2 points, je vais laisser Sébastien prendre la main. Bien, alors, oui, merci pour les questions. Alors, peut-être 2 mots pour bien comprendre comment fonctionne ce type de projet. En fait,
l'Europe prévoit une enveloppe budgétaire qu'elle attribue sur des projets. Elle demande à des consortiums, à des partenaires, enfin des consortiums en fait, de monter une offre. Donc là, en l'occurrence, lorsque cet appel à projet a été ouvert en 2016, il s'agissait d'une enveloppe prévue par la Commission européenne pour créer un réseau d'opérationnels de l'incendie du secours et améliorer l'agenda recherche-innovation en Europe. Un certain nombre de partenaires, donc les 16 partenaires que vous avez vus, ont monté ce consortium. Il y a eu d'autres offres, c'est le cas à chaque fois pour les projets européens. Donc les partenaires sont mis ensemble, ils se sont choisis mutuellement pour leur représentativité dans leurs pays différents. Comme à chaque fois, on choisit un consortium qui représente à la fois les diversités de l'Europe, les diversités nord-sud, les diversités est-ouest, les diversités d'organisation des secours aussi. Un consortium qui réunit à la fois des opérationnels du secours, mais aussi des centres de recherche, mais aussi des représentants du monde de la recherche et de l'innovation. Et puis, on a déposé cet appel, on a gagné donc ce projet. Alors, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il ne doit y avoir que ces 16 partenaires dans le projet? Non, bien évidemment. Nous, notre rôle en tant que partenaire, c'est de mettre en place ces outils et de faire adhérer le maximum de monde au projet. Aujourd'hui, la plateforme dont vous a parlé Mathilde, elle n'aura de sens et elle ne permettra de faire remonter efficacement les besoins à la Commission européenne, elle ne permettra de connecter les services d'incendie de secours et le monde de la recherche et de l'innovation que si vous êtes nombreux à vous connecter dessus et que si nous avons un maximum de partenaires, d'experts, d'opérationnels, de scientifiques et d'industriels qui se connectent dessus. Donc, je ne suis pas sûr de répondre complètement à votre question, mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, le projet est tout à fait ouvert aujourd'hui. Les discussions sont ouvertes. Au-delà de nos ateliers de travail que nous avons eus en 2018 et en 2019, il va y avoir un dernier atelier de travail qui va être mené durant l'hiver 2020-2021, pour lequel encore, sur les 5 thématiques, nous allons réunir des experts dans les différents pays, mais au-delà de ça, c'est bien la plateforme FireIn maintenant qui va être l'objet de toutes les discussions, de toutes les interactions. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous, faites adhérer, contactez vos collègues, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient industriels, venez sur la plateforme, échangez vos besoins, échangez vos solutions, et ce projet doit devenir le vôtre. Et pour terminer peut-être sur ce point, je dirais que cette plateforme, nous l'avons construite, et l'ENSOSP notamment l'a construit en s'inspirant sur le PNRS, la bibliothèque, le point national des ressources et des savoirs. Wilfried, tu corrigeras l'acronyme s'il est faux, mais c'est bien parce que cet outil marche bien, c'est un vrai réseau français, et l'idée c'est d'avoir une plateforme équivalente au niveau européen. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement répondu à la question, mais n'hésitez pas, Wilfried, n'hésite pas à compléter aussi si tu veux. Oui, et puis ça reprend également d'autres questions par rapport donc aux 2 premières années du projet qui ont été concentrées au recensement des priorités, des besoins et des défis. Et donc la question est: quelles sont les priorités de FireIn pour les 3 prochaines années? Je peux raccrocher donc une question qui est: comment vont s'organiser les appels à innovation? Qui pourra y participer? Quel sera le type de financement? Par ailleurs, une question sur donc ce qui ressort donc de FireIn, où comment FireIn peut proposer aux étudiants en France, par exemple, ou en Europe, des sujets de mémoire ou de recherche. Très bien. Beaucoup de questions ici. Et peut-être, Wilfried, je te laisserai la main sur la dernière partie de la question, sur les projets de recherche, parce que je pense que l'ENSOS peut en effet répondre de ce côté-là. Sur la question de l'implication des partenaires des appels à projets, enfin, des entreprises, notamment les appels à projets, et de l'agenda du projet. Alors, en effet, nous avons, durant ces 3 années, maintenant ces 3 premières années, je pense que nous avons obtenu une photographie assez complète et assez exhaustive des besoins exprimés par les opérationnels de l'incendie et du secours, notamment sur les challenges,
besoins actuels. Lors du prochain atelier de travail, nous allons, donc à l'hiver 2020-2021, nous allons essayer de travailler sur les challenges futurs. Alors, je dirais que ça va être un peu compliqué parce qu'il y a encore un an, on pouvait se dire qu'une pandémie qui paralyserait la moitié de la Terre, c'était un challenge futur. Aujourd'hui, ça n'est plus du futur, mais ceci étant, on va quand même essayer de travailler sur ce qui risque de nous arriver dans les 5 ou 10 années à venir. Donc ça, c'est pour les besoins. Ensuite, en effet, aujourd'hui, on a maintenant un gros travail à faire pour impliquer les gens qui ont des solutions, à la fois les centres de recherche qui travaillent sur les différentes thématiques, mais aussi les industriels. Alors, c'est un peu ce que vous expliquiez, Mathilde, tout à l'heure, hein, sur la possibilité de déposer ce qu'on appelle des solutions, même si le terme n'est pas complètement adapté, sur notre plateforme. Et c'est là l'appel à innovation. Donc, sur la question du financement, très clairement, il n'y a pas de financement dédié, c'est-à-dire que le projet FireIN n'a pas de crédit pour financer des appels à projets. Ce que nous entendons par appel à projet ici, c'est simplement de flécher les thématiques qui correspondent à des besoins réels exprimés par les opérationnels. C'est un peu ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure, ce que vous retrouverez sur notre site. Donc, flécher ça et dire aux industriels, aux entreprises innovantes, mais aussi aux centres de recherche, eh bien, voilà, travaillez là-dessus. Et si vous avez des propositions spécifiques qui répondent spécifiquement à ces besoins, eh bien, partagez-les sur notre plateforme et ça sera le meilleur moyen pour vous que vos solutions soient adoptées et que pour les industriels, vous trouviez des clients parmi les services d'incendie et de secours en Europe. Et puis au-delà de ça, puisqu'on parle de financement, comme on l'évoquait tout à l'heure, la Commission européenne, évidemment, regarde de très près ce que nous produisons. Quand je vous disais que la Commission européenne nous a demandé de produire ces 5 policy briefs, ce que nous avons fait cette année, c'est pas pour les ranger au fond d'un placard. Et je peux vous dire, parce qu'on commence à avoir des échos de ce qui va sortir cet été, notamment dans l'appel à projet Green New Deal, que ce que nous avons produit, ce sont des choses dont la Commission européenne s'inspire et va s'inspirer dans les années à venir pour lancer ces appels à projets. Donc, les financements, ils viendront par le biais de la Commission européenne, notamment sur ces appels. Donc, pour évoquer très rapidement la capacité d'un projet comme FireIN à proposer des sujets de mémoire ou de recherche, donc la vocation de FireIN est de mettre en avant les défis et de mettre en réseau les personnes qui font face à ces défis et ceux qui pourraient répondre à ces défis. Dans le cadre de projets comme un master, l'ENSOSP, elle, a la capacité d'identifier ce type de problématique du fait de ses liens avec le milieu universitaire. Et certains partenaires du projet FireIN ou du réseau sont également universitaires et peuvent être contactés pour ce type de besoin. Mathilde, je peux orienter vers toi une question concernant le service de santé et de secours médical, le 3SM, à savoir est-ce qu'il y a un onglet spécial pour ce service et donc comme ça tu pourras évoquer la participation du service de santé dans le cadre du projet actuellement. Oui, attends, j'ai bien mon micro. Oui, alors très rapidement, puisque les organisateurs nous font signe, on est à la fin du webinaire et on ne sait pas si ça va couper d'un coup. Donc si ça coupe d'un coup et que vous nous perdez, vous nous excuserez parce que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un galop d'essai. Donc le 3SM, alors on n'a pas à proprement parler d'espace dédié pour le 3SM. Mais pour moi, même si je ne suis pas pompier, donc je laisserai Wilfried et Sébastien me corriger, mais effectivement, on a eu des experts, bien sûr, qui sont intervenus sur plusieurs de nos workshops, que ce soit sur les workshops de secours à la personne et ou sur le NRBC. Ils ont, en tout cas, ce sont des experts et des intervenants qui ont toute leur place sur le projet FireIN. Et encore une fois, hein, l'objectif, c'est de travailler en transversalité avec tous les domaines, si je puis dire, que couvre la sécurité civile, qui est quand même très vaste, et de permettre justement à ces experts de confronter leur point de vue. C'est comme ça aussi qu'on a pu faire ressortir des challenges qui nous semblent pertinents, puisque
et représente différents pays, mais aussi différentes typologies d'experts. Voilà pour cette question, si j'ai bien répondu. Oui, je pense que c'était clair. En tout cas, la réponse semble convenir. Compte tenu de l'horaire, nous pouvons probablement conclure la séquence. J'avais différentes questions assez spécifiques sur l'utilisation des drones dans le cadre de la lutte des feux de forêt, des technologies et de la réglementation au niveau de l'Union européenne, de la directive européenne sur le temps de travail. Donc vraiment des points très spécifiques. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de poser ces questions à Sébastien et Mathilde compte tenu du timing que nous avions. Donc, je vais laisser la parole donc à Sébastien et Mathilde pour conclure et je remercie tout le monde pour ces questions très intéressantes et pertinentes. Peut-être juste, et je laisserai comme ça Mathilde le dernier mot, mais sur ces questions qu'on n'a pas pu traiter, n'hésitez pas donc déjà, on doit les avoir enregistrées. Si on a votre nom en face et vos coordonnées, on essaiera de revenir vers vous. Et par ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser directement. Vous avez toutes nos coordonnées sur le site FireIn. On pourra échanger avec vous. Si ces questions s'adressaient plutôt à la communauté, si vous souhaitiez les poser collectivement, mais là encore, et Mathilde pourra peut-être nous en dire deux mots, mais le chat sur FireIn, sur la plateforme FireIn, va permettre d'avoir ces échanges avec une communauté plus large. En tout cas, merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une bonne après-midi. Mathilde, je te laisse conclure. Le mot de la fin, rapidement, vous avez l'adresse mail de Sébastien sur la présentation. Donc, n'hésitez pas effectivement à lui envoyer vos questions ou à Wilfried ou moi. Nos mails, c'est notre prénom, notre nom, @ensost.fr. Et un tout petit mot, FireIn, c'est une plateforme qui en est à ses débuts, mais il y a déjà, on a attendu d'avoir beaucoup de contenu avant de l'ouvrir. Aujourd'hui, il y a des choses intéressantes. Allez-y. Et surtout, si vous avez des questions sur, comme Wilfried vient de le préciser, les drones, etc., les partages de connaissances. Nous, on a des entreprises aujourd'hui qui spécialisées dans les drones d'ailleurs, qui sont inscrites sur la plateforme. Et n'hésitez pas à l'utiliser. Et c'est un outil qui sera en progression permanente. Donc, il y a des défauts, mais il a on va dire, le mérite d'exister pour le moment. Voilà, merci à tous et puis une excellente journée et restez chez vous au chaud et protégez-vous. Voilà. Bonne journée.